Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis David Braque, je suis enseignant en culture générale au sein de la classe préparatoire ISP et je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour aborder avec vous le sujet qui a été soumis aux candidats dans le cadre du concours DPIP 2022 pour l'épreuve de culture générale, le sujet étant opinion publique et réseaux sociaux. Je vais vous proposer une courte vidéo de correction, environ une demi-heure, dans lequel je vais appliquer tout simplement la méthode que nous enseignons à l'ISP et mobiliser diverses sources, certaines étant évidemment dans le corpus dispensé lors des cours au sein de la prépa ISP ou qu'on peut retrouver dans les polycopiés distribués par la prépa ISP à ses étudiants. Mais je mobiliserai évidemment pour apporter de la valeur ajoutée d'autres éléments qui me semblent pertinents lorsque l'on doit aborder un tel sujet sur l'opinion publique et les réseaux sociaux. Je vais procéder assez simplement, je vais d'abord faire quelques remarques sur le sujet, et ensuite vous proposer de façon assez linéaire une introduction dans laquelle j'aborderai les éléments de problématique, avant de dérouler le plan, grand A, grand 2, et selon la logique indépassable du plan en deux parties de sous-parties, le grand A et le grand B de chaque division de la dissertation. Bien, alors, déjà, on peut dire que c'est un sujet relativement facile, parce que un sujet évidemment éminemment d'actualité, un sujet dont on parle beaucoup, un sujet dont normalement vous avez une appréhension directe. Puis est-ce que nous sommes toutes et tous confrontés à la question de l'éruption des réseaux sociaux dans nos vies, et à plus forte raison les catégories d'âge qui passent en ce moment des concours. Donc c'est un sujet dont les grandes problématiques sont, il me semble, relativement abordables, puisque relativement présentes dans l'actualité. Voilà le premier point. Le deuxième point, ça serait un sujet avec deux termes: opinion publique et réseaux sociaux. Je voudrais ici rappeler qu'il faut toujours, lorsqu'on construit une dissertation, toujours penser les deux termes ensemble. Il ne faut pas traiter l'un séparément de l'autre. Il faut toujours avoir une réflexion qui embrasse la totalité du sujet. D'une part. D'autre part, il faut se garder de faire des plans qu'on voit parfois face à ce type de sujet, du type grand 1, comment le terme 1 détermine le terme 2, et grand 2, comment le terme 2 détermine le terme 1, ou quelle influence. Parce que là, on a quelque chose qui tourne un peu en rond, quelque chose d'un peu abstrait. Or, dans une dissertation, il faut toujours évidemment tâcher de prendre à bras le corps les problématiques modernes, les problématiques contemporaines qui se posent à notre société dans les aspects politiques, économiques, sociaux, culturels, enfin, toutes choses qui sont indiquées par la vraie dénomination de l'épreuve de culture générale, et qui montrent bien qu'il faut avoir le souci d'ancrer ces réflexions dans l'actualité, d'une part, et d'autre part, il faut avoir un plan qui progresse et qui ne tourne pas en rond. Ces réflexions liminaires étant faites, je vais en passer à l'introduction, qui sera l'occasion pour moi d'essayer de décortiquer un peu le sujet avec vous, de voir comment on pouvait le travailler pour en mettre au jour les problématiques. Alors, qui dit introduction dit évidemment accroche, et l'accroche doit être, comme c'est naturellement la première chose que lira votre correcteur, ça peut être un moyen de se démarquer aisément. Comme toujours avec les accroches, il y a plusieurs solutions possibles. On peut évidemment en passer par l'actualité, et l'actualité nous offre un exemple tout à fait significatif d'utilisation des réseaux sociaux à des fins politiques, à des fins de manipulation, à des fins d'influence des opinions publiques nationales et internationales, et je pense évidemment à la guerre en Ukraine. Un peu antérieur, on peut évidemment penser à la présidence de Donald Trump, qui a très largement contribué à mobiliser
la communauté intellectuelle sur cette question de la politique et des réseaux sociaux. On peut évidemment penser aux événements du 6 janvier 2020 qui ont vu une horde de radicaux tenter d'envahir le Capitole, et qui est le centre quand même névralgique du pouvoir américain, et moment au cours duquel les réseaux sociaux ont joué un rôle non négligeable. On peut aussi penser, si on remonte un peu plus en arrière, et c'est toujours bien de montrer qu'on a un tant soit peu de culture historique, et bon, c'est une histoire relativement récente, mais il y a une dizaine d'années se déroulaient les printemps arabes en 2011, et ces printemps arabes, mais j'y reviendrai, ont été qualifiés de première révolution 2.0. Bon, l'actualité, l'histoire, mais ce qui est distinctif, évidemment, c'est la culture. Donc on peut penser à la littérature, il y a une référence un peu obligée lorsqu'on parle de contrôle du numérique, ou contrôle de la technique sur les opinions politiques. C'est évidemment le célébrissime 1984 de George Orwell, qui est à la fois très bien et en même temps si connu qu'on se demande s'il distingue encore véritablement. Mais sinon, je vous livre ici une accroche que moi j'aime bien, qu'on parle de ces sujets, une accroche littéraire, et qui est tirée l'excellent Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Donc dans le récit de l'implacable vengeance d'Edmond Dantès, alias Comte de Monte Cristo pour ceux qui l'ont lu, contre ceux qui ont fomenté sa déchéance, Alexandre Dumas envoie son héros à Montlhéry pour y observer le télégraphe chargé du relais vers l'Espagne. Donc il y a bien une ligne télégraphique à l'époque, naissance des moyens de télécommunication, qui vient depuis l'Espagne jusqu'à Paris. Et donc une fois sur place, le comte de Monte Cristo soudoie l'un des employés pour qu'il fasse croire, qu'il passe un message, et qu'il fasse croire que le roi Don Carlos s'est échappé de sa captivité et a regagné l'Espagne, provoquant un soulèvement à Barcelone. Il en résulte, face à ce spectre d'agitation politique, une dégringolade des emprunts espagnols et une panique boursière sur la place de Paris, qui a pour conséquence de ruiner en partie seulement un des ennemis du comte de Monte Cristo, le banquier Danglars. C'est la première étape de la vengeance du comte, et c'est bien montré que celui qui possède, qui contrôle les réseaux de communication, peut exercer un pouvoir sur la vie économique et la vie politique. Donc on peut lier comme ça, par la littérature, ces différents éléments centraux du sujet, et c'était un exemple que j'aime bien, que je vous soumets. Ceci étant fait, on va passer à la deuxième étape, absolument essentielle de la dissertation, qui est la définition des termes du sujet. Donc évidemment, on a deux termes du sujet, donc on va le faire successivement. L'opinion publique d'abord, et l'opinion publique, c'est évidemment une notion assez évidente dont on parle tous les jours, et qu'on peut définir très simplement comme l'ensemble des opinions des citoyens relativement à des sujets d'intérêt collectif. Voilà, c'est la définition assez simple, mais c'est vrai que quand on parle d'opinion publique, il faut lui donner l'acception qu'elle a, c'est-à-dire une acception politique. Et en effet, l'opinion publique, c'est quelque chose d'absolument central en démocratie. Elle joue un rôle central dans la vie démocratique, puisque la démocratie fonde la légitimité politique sur l'expression de la volonté du peuple. Dès lors, c'est bien la conformité à l'opinion publique qui sert d'aiguillon pour les politiques publiques, qui sert de critère d'évaluation de la légitimité des politiques menées. Et ainsi que le montre le grand philosophe allemand Jürgen Habermas dans sa théorie de l'agir communicationnel, un ouvrage de 1980, la démocratie est intimement liée à une éthique de la délibération au sein d'un espace public. Or, de ce point de vue, mais ça va être le sujet de toute la dissertation, les réseaux sociaux contribuent à réinventer, à reconfigurer les espaces et les critères de la discussion politique par le nouvel espace qu'ils apportent, les nouvelles possibilités qu'ils apportent. Je ne vais pas plus avant, puisque évidemment développer, c'est
éléments. Mais la question de l'opinion publique, je voudrais dire aussi que c'est un sujet extrêmement complexe de la science politique, parce que la question qui se pose, c'est comment la définir. En effet, c'est l'opinion publique, c'est une notion à la fois tout à fait évidente, en même temps assez énigmatique. Comment la mesurer ou la rencontrer, hein, on peut pas aller sur la place de marché rencontrer l'opinion publique. On peut pas rentrer dans un bar et rencontrer l'opinion publique, on ne sait guère où elle est. Donc en réalité, l'opinion publique, c'est peut-être une construction, et une construction qu'on ne rencontre qu'à travers des médias, des médiatisations, elle existe, ou alors des révélateurs, ou peut-être est-elle l'objet de construction, si bien que certains se demandent, à l'image de Bourdieu, qui dans un article célèbre affirmait de façon un peu sentencieuse, mais que l'opinion publique n'existe pas, que ce n'est qu'une construction des sondages. Et de la même manière qu'on peut se demander si le vote est-il le reflet pur et parfait de l'opinion de tous les citoyens. Donc il n'y a que des façons de mobiliser l'opinion publique, et je voudrais signaler un ouvrage tout à fait important à la matière d'un sociologue qui s'appelle Loïc Blandiot, qui avait écrit sa thèse notamment sur les sondages, et c'est un ouvrage, il en a fait un ouvrage qui s'appelle La fabrique de l'opinion. Et qu'en fait, ce que nous dit Loïc Blandiot, c'est que la façon dont on mobilise l'opinion publique, c'est toujours une manière, il y a toujours un présupposé idéologique derrière, il y a toujours des visions, des interprétations, des méthodologies contradictoires, et que dire que l'opinion publique c'est ci ou ça, c'est toujours révéler une certaine conception de la démocratie. Alors, ces quelques éléments soulignés sur l'opinion publique, on va passer aux réseaux sociaux, parce qu'évidemment, je vous le disais, les réseaux sociaux viennent bouleverser les expressions traditionnelles de l'opinion publique. Bon, alors les réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est? Alors on peut donner une définition assez simple. En premier lieu, les réseaux sociaux, ce sont ces espaces en ligne qui permettent à la fois le partage de contenu de tout type, hein, texte, photos, vidéos, et la discussion entre les utilisateurs. Donc on a évidemment des réseaux sociaux plutôt de l'écrit, comme Twitter, on a des réseaux sociaux plutôt de l'image, comme Instagram, de la vidéo comme TikTok. On sait aujourd'hui que Twitch est devenu une plateforme incontournable. Enfin, incontournable, c'est de beaucoup dire, mais une plateforme en tout cas de la vie politique, puisque il y a des comptes connus sur Twitch qui ont eu des interviews politiques tout à fait significatives. Donc voilà, les réseaux sociaux s'affirment comme un nouvel espace de la vie politique, de la vie démocratique. Alors, c'est assez intéressant et en même temps assez contradictoire, parce que les réseaux sociaux, on peut dire, on leur fait souvent le reproche d'être que leur ressort principal soit des pratiques individualistes, hein, se montrer en vacances, mettre en scène sa vie personnelle, se raconter soi-même. En tout cas, les réseaux sociaux s'ancrent dans de nouvelles formes d'individualisation des sociétés occidentales, et donc ils n'étaient pas a priori des espaces politiques. Ils le sont devenus un peu sur le tard en réalité. Et quand on parle de réseaux sociaux, il faut insister, hein, il y a un sociologue très connu des réseaux sociaux qui est professeur à Sciences Po, vous pouvez aller consulter, qui s'appelle Dominique Cardon, qui nous dit qu'il faut insister sur la sociabilité. Là, il y a un élément central de la problématique, c'est que l'information ne passe plus par les gatekeepers, ce qu'on appelle traditionnellement dans la sociologie de l'information, les gatekeepers, ce sont les médias, hein, les journalistes, les experts, les personnalités qui font le tri de l'info et qui relient l'info. Là, l'information passe potentiellement par ses amis, ses connaissances, ses groupes d'appartenance, ou des gens qui sont pas connus, mais que l'on suit sur les réseaux sociaux. Et donc le propre des réseaux sociaux, c'est de faire circuler l'information par les individus eux-mêmes. Donc ça change aussi la façon dont l'information circule, puisque les individus s'affirment eux-mêmes comme des puissances de sélection, de tri, de choix de cette information. Par ailleurs, et là encore, c'est une analyse intéressante de Dominique Cardon, c'est qu'il change un peu la façon dont l'information circule, puisqu'il, comme il le dit, nous sommes rentrés dans un régime de conversation
continue. Autrefois, la vie politique, elle était rythmée par des moments, les élections, évidemment, les prises de parole publiques, l'apparition des journaux, hein, Le Monde, qui paraît en début d'après-midi dans les grandes villes. Mais avec les réseaux sociaux, la discussion politique est ininterrompue. Et en fait, le fait qu'on ne s'interrompe jamais, on peut se poser des questions sur la façon dont si ce n'est l'opinion publique, du moins la discussion publique, vit comme ça en continu, sans interruption. Est-ce que c'est si bon que ça, que la discussion publique ne se repose jamais? Alors, après avoir travaillé un peu les notions, et de toute façon c'est ce qu'il faut faire tout au long du devoir, je vais essayer d'un peu synthétiser ces éléments et en arriver à des éléments de problématiques. Et la question, c'est un peu de savoir comment les réseaux sociaux contribuent, d'une part, à modifier les canaux d'expression de l'opinion publique, et d'autre part, à redéfinir la relation entre gouvernants et gouvernés. Parce que dans l'espace numérique, tout le monde peut s'exprimer. Les réseaux sociaux contribuent à abattre les hiérarchies propres au monde politique. Avec les réseaux sociaux, tout le monde est a priori à égalité. Et en cela, on pourrait dire qu'ils réalisent pleinement la promesse démocratique. Et en effet, pour les analyses des réseaux sociaux, il y a un peu deux positions. Et la position un peu optimiste qui voudrait que les réseaux sociaux constituent une nouvelle arène de la démocratie, un espace public élargi avec une nouvelle culture du dialogue, autorisant la participation de tout un chacun, et non plus seulement des professionnels de la politique. Il y a aussi une position pessimiste, et qui a ses bonnes raisons, hein, qui s'appuie aussi sur notre expérience politique et sociale de ces dernières années, et qui nous dit que les réseaux sociaux sont un danger. C'est le renforcement des bulles cognitives, c'est le renforcement d'une opinion publique qui réagit de façon extrêmement véhémente, qui réagit à chaud, c'est peut-être aussi le règne, du moins l'entretien de passions politiques assez ardentes, peut-être trop ardentes pour la vie démocratique. Et on l'a vu, hein, les populistes font un usage très soutenu des réseaux sociaux. Donc, voilà, moi je pense que ce qu'il faut, et c'est ça qui tout de suite va distinguer les bonnes des moins bonnes copies, c'est cette capacité à travailler l'ambivalence du sujet. Il n'y a pas, faut pas partir à la réaction, les réseaux sociaux c'est la démocratie, ou les réseaux sociaux c'est un danger pour la démocratie. Et comme souvent quand on parle de technologie, c'est un phénomène ambivalent. Et au cœur de votre réflexion, il faut travailler cette ambivalence. Et c'est là que on verra que vous avez bien saisi toute la complexité du sujet. Donc, je vous propose un plan, évidemment, en deux parties, deux sous-parties. Et donc, le grand 1, c'est l'irruption des réseaux sociaux bouleverse la mobilisation et l'expression de l'opinion publique. Et le grand 2, face aux dangers que font poser les réseaux sociaux sur le jeu démocratique, une impossible régulation. Pour interrogation. Donc, dans le grand 1, bon, évidemment, on va revenir un peu sur des éléments qu'on a abordés en intro, et on va travailler plus avant les questions que j'ai soulevées avec vous. Mais un grand A, médias et démocratie, une vieille histoire, suivi d'un grand B, la construction d'un espace public élargi. Alors, ce grand A, c'est important de vraiment montrer que vous avez un peu de perspective historique, que vous êtes capable de montrer que le sujet ne date pas d'hier, que vous avez une profondeur un peu historique ou de réflexion qui dépasse les 4 ou 5 dernières années, et c'est souvent un défaut des dissertations de culture générale que je peux corriger, c'est le manque de mise en perspective historique. Alors, déjà, je vous parlais tout à l'heure de Jürgen Habermas et de cette théorie de l'égère communicationnelle. Il faut dire que la question de l'opinion publique, elle naît évidemment avec au siècle des Lumières. Et à cette époque-là, l'opinion publique, c'est avant tout celle de la bourgeoisie cultivée et d'une certaine aristocratie qui, dans les salons, débattent, échangent des idées, et y compris par voie
livres et de presse, qui a joué un rôle important à cette époque-là, débattent, échangent et critiquent l'absolutisme royal. C'est cette idée que finalement la démocratie, elle est essentiellement liée à la discussion collective, et que cette discussion collective aussi a une histoire. Donc c'était les salons sous l'Ancien Régime, mais ensuite les médias se sont affirmés comme un des médias importants de la démocratie. Alors il y a évidemment eu l'âge de l'écrit, il y a eu l'âge de la télévision, et puis ensuite on arrive à l'âge d'Internet. Et le recours aux moyens de communication de masse en politique ne date pas d'hier. Déjà en 1800, le président américain Thomas Jefferson s'était appuyé sur une campagne extrêmement offensive dans la presse contre son adversaire. Au cours des années 20, la radio devient un instrument de pouvoir. Le président américain Roosevelt, qui a quand même fait pas moins de 3 ou 4 mandats, me semble-t-il, dans les années 20 et 30, a fait ses conversations au coin du feu, et il parlait au peuple américain par la radio. Et donc il y a toujours eu un lien entre médias et pouvoir. Pour prendre un exemple français, lors de l'élection présidentielle de 1965, le général de Gaulle a un peu tremblé. Il pensait être réélu dans un fauteuil, et face à l'usage moderne de la télévision, qui arrive à ce moment comme instrument de la vie politique, face à l'usage moderne fait par la télévision par son jeune rival Jean Le Canuet, le général de Gaulle a tremblé. Il a été réélu, mais Jean Le Canuet la menace, la concurrençait plus que ce que pensait le général de Gaulle. Voilà. Si on parle d'opinion publique, on peut dire aussi que pendant tout le 19e siècle, l'opinion publique, elle était avant tout mobilisée, ou du moins relayée, par les partis politiques, par les discours partisans, par la presse partisane, par les affiches, les réunions publiques. Donc, et là aussi, on a eu ce passage d'une opinion publique, par l'écrit, et puis une opinion publique par les médias, d'abord la radio, puis les médias audiovisuels. Donc, tous ces éléments pour dire que la question non seulement de l'opinion publique, mais des rapports entre les médias et le pouvoir a une histoire longue. Il faut être capable, en quelques lignes, il n'est pas nécessaire de rétablir avec autant de précision cette histoire, mais il faut rétablir en quelques lignes cette histoire. Alors tout ça pour arriver à l'irruption des réseaux sociaux dans la vie politique. Et là, faut dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'acteurs politiques qui n'usent pas des réseaux sociaux, et il y a des résultats ambivalents. Et là, il y a l'exemple américain intéressant, parce que avec la campagne de Barack Obama en 2008, il y a une utilisation des réseaux sociaux qui a permis de toucher des nouvelles couches de la population, d'illustrer les potentialités démocratiques des réseaux sociaux, avec de nouveaux espaces de débat, des opérations de démarchage qui ont permis d'inciter des électeurs à aller au vote. Et donc, il y a eu une sorte d'usage vertueux des réseaux sociaux, et en même temps très stratégique d'un point de vue politique. Et ensuite, 8 ans plus tard, on a eu le contre-exemple Trump, qui ont jeté un doute sur les vertus démocratiques des réseaux sociaux. Un doute sur les vertus démocratiques des réseaux sociaux, puisque on a beaucoup entendu, et y compris dans la bouche d'Hillary Clinton, qu'une partie de la victoire de Trump était attribuée à la désinformation et à l'incidence qu'elle aurait eu sur les comportements électoraux des Américains. Bien. Alors après avoir fait ce petit rappel historique qui se conclut toujours sur cette idée de l'ambivalence des réseaux sociaux, j'ai passé au grand B, un peu plus théorique, sur la dimension positive des réseaux sociaux sur la démocratie, et c'est la construction d'un espace public élargi. Donc le point théorique d'abord, c'est
celui d'un vieux philosophe américain de la tradition libérale, John Stuart Mill, qui de la liberté, hein, écrit en 1859, ce livre a une démonstration de l'importance de la liberté d'expression et de la circulation des idées en démocratie, parce que c'est précisément, selon lui, la circulation des idées et des opinions, leur confrontation, la richesse du débat, la multiplication des points de rencontre des idées, qui permet en fait, alors selon une vision assez libérale évidemment, et selon une vision qui présuppose une sorte de citoyens électeurs rationnels et informés, mais c'est cette circulation qui doit permettre de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie, entre les bonnes idées et les idées aberrantes, absurdes, mauvaises, abjectes. Mais il y a cette confiance dans les vertus de la liberté d'expression, et de ce point de vue-là, les réseaux sociaux sont sans conteste, un vecteur d'engagement politique des citoyens. Donc les formules, on fait florès, hein, on parle de nouvelle agora, on parle de nouvelle arène de la démocratie, de démocratie connectée, mais incontestablement, les réseaux sociaux permettent de démultiplier les capacités expressives des personnes, et surtout, ce qui me paraît intéressant et tout à fait conforme à l'idéal démocratique, c'est que Internet permet de s'affranchir des contraintes de la politique traditionnelle, de ses hiérarchies, de ses directives, de ses règles. Si vous voulez, avant, évidemment, au XIXe siècle, pour toucher l'opinion publique, il fallait, et pas qu'au XIXe siècle d'ailleurs, même encore aujourd'hui, pour toucher l'opinion publique, il fallait avoir des moyens financiers évidemment, des moyens matériels, mais aussi des capitaux symboliques, relationnels. On n'accédait pas à la parole publique aussi facilement. Or, aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent, sans conteste, à des citoyens d'accéder à la parole publique. Et il y a des exemples très simples de youtubeurs qui, en dehors des cercles classiques de l'expression politique, ont une audience grâce aux réseaux sociaux. Par ailleurs, moi, il y a quelque chose qui me semble particulièrement intéressant et qui répond un peu à une critique traditionnelle des médias. Je prendrai un exemple célèbre qui est dans Les Nouveaux Chiens de Garde, qui est un ouvrage de Serge Halimi, l'ancien rédacteur en chef du Monde diplomatique, qui critiquait ce qu'il considère être une collusion entre pouvoirs politiques, médiatiques et économiques, et il pointait la concentration des médias aux mains des plus fortunés au détriment du débat démocratique, et il soutenait l'idée que cette concentration faisait que dans les médias dominants, c'était les idées dominantes dans leur sens le plus brut qui trouvaient leur voie d'expression, et donc les idées qui défendaient le système capitaliste libéral. Bon, on peut aussi citer plus récemment un ouvrage de l'économiste Julia Cagé qui a publié Sauver les médias, capitalisme, financement participatif et démocratie en 2015, et plus récemment L'information est un bien public. C'est une économiste professeure à Sciences Po. Si cette thématique vous intéresse, je vous mentionne pour que vous puissiez vous y référer et les consulter. Mais il y a quelque chose d'intéressant avec les réseaux sociaux, c'est que il y a une pléthore de nouveaux médias qui se positionnent sur une ligne critique. Alors on a eu évidemment, même si c'est pas d'abord les réseaux sociaux, mais tout de même les potentialités offertes par Internet. On peut penser à Mediapart. Aujourd'hui, on peut penser à des médias comme Brut ou Blast, qui est un média très critique, ou même Le Média, né dans l'environnement de la France insoumise. Et tout ça pour dire que face à une critique des médias classiques comme étant le bastion de l'idéologie dominante, les réseaux sociaux permettent tout à fait de nouveaux canaux d'expression. Et ça, il me semble que c'est un enrichissement, quoi qu'on pense sur le fond des idées politiques défendues par ces médias, c'est un enrichissement démocratique tout à fait intéressant et qui doit être mentionné. Bon, on peut aussi, et je le mentionnais tout à l'heure, parler des révolutions arabes de 2011, voir comment en Égypte, en Tunisie, en Libye, il y a eu un usage des réseaux sociaux pour détourner détourner ou passer outre le corsetage très puissant imposé par les pouvoirs dictatoriaux autoritaires à la société. Bon, en fin de ce chapitre, de ce grand-là, j'aimerais poser une question intéressante avec le sociologue Dominique Cardon, qui est de savoir, les réseaux sociaux sont-ils véritablement un nouvel espace public ? En réalité,
On peut en douter. On peut en douter parce que, d'abord, ils sont pas tout à fait un média à proprement parler. Ils sont pas par eux-mêmes producteurs de contenu. D'autre part, il faut dire que les réseaux sociaux, ils n'ont pas de vocation initialement politique. C'est pas tout à fait un espace public comme on l'entendait traditionnellement pour les médias de masse. Et d'ailleurs, tous les gens n'accèdent pas aux réseaux sociaux, mais néanmoins, ils vont exercer une influence sur l'opinion publique. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est Dominique Cardon qui dit en réalité, il faut pas confondre les réseaux sociaux et l'opinion publique des sondages, parce que vous me mettez quand même au défi d'aller sur les réseaux sociaux et d'essayer d'établir les grandes masses de l'opinion publique avec autant enfin avec autant de précision, je ne sais pas, mais avec le même degré de rigueur que peuvent le faire les sondages, même s'ils sont contestables par ailleurs. Les réseaux sociaux, peut-être qu'ils ressemblent plus à quelque chose comme des mouvements sociaux. Hein. On voit bien avec les hashtags, les mots dièses qui circulent sur Twitter, c'est quelque chose qui est peut-être plus de cet ordre-là. Parce que il y a des communautés qui, sur les réseaux sociaux, s'emparent du sujet et qui les font monter, et où ils deviennent incontestablement un espace de débat. Mais ils ne sont pas non plus une arène qui fait dialoguer l'ensemble de la société à un même moment. Bien, alors après avoir travaillé sur ce grand 1, on va passer au grand 2, dont je répète le titre, face aux dangers que font peser les réseaux sociaux sur le jeu démocratique. Quelle régulation? Une impossible régulation. Donc le grand A, l'opinion publique sous contrôle des réseaux sociaux. Donc évidemment, et là je vais commencer par des thématiques assez connues, assez simples, assez bien repérées. Les réseaux sociaux conduisent à l'appauvrissement du débat, voire à sa négation. Donc là, évidemment, on peut dire que le principe actif des réseaux sociaux, et de Twitter en particulier, et la réactivité à chaud, que leur fonctionnement privilégie la logique de buzz, évidemment, ou de clash, évidemment, que peut-on faire en 140 caractères, au détriment d'une réflexion, d'une délibération qui, elle, était au cœur de la thèse de Jürgen Habermas, avec cette idée d'une éthique du débat rationnel et argumenté, qui n'est quand même pas toujours le cas sur les réseaux sociaux, pour qui a fait un tour sur ces plateformes le sait bien. Par ailleurs, les réseaux sociaux sont liés à un mouvement assez inquiétant de notre société, qui est l'essor des théories complotistes, des fake news et de la post-truth, la post-vérité, qui est un vocable popularisé lors du mandat de Donald Trump et qui n'hésitait pas à brandir ces alternative facts. Et cette ère de la post-truth, elle est évidemment très inquiétante parce que qu'est-ce qui peut sortir de bon dans une époque de post-vérité? Pas grand-chose, ça c'est tout de même assez certain. À cet égard, une étude de la Fondation Jean Jaurès révèle que Internet arrive en première position chez les jeunes comme média utilisé pour s'informer et que ce phénomène est en outre associé à la propension au complotisme et plus encore à l'utilisation des réseaux sociaux plutôt que celle des médias traditionnels. Et évidemment, la question qui se pose, c'est que sur les réseaux sociaux, on est exposé très fortement à des contenus de piètre qualité, à des contenus complotistes, à du grand n'importe quoi, pour le dire très simplement. Et dans une interview à l'Obs, c'est une interview de décembre 2020, l'historien Pierre Rosanvallon, qui était titulaire d'une chaire au Collège de France, décryptait le problème posé par l'éruption des réseaux sociaux sur le marché de l'information. Il disait jusqu'à récemment, l'opinion publique était médiatisée, au sens premier du terme, c'est-à-dire filtrée par des grandes voix, des partis, des journaux ou des associations. Avec Internet, on passe de l'ère du média à celle de l'immédiat. C'est une très jolie formule que vous pouvez retenir. Et c'est évidemment ça. Le marché de l'information avec l'option des réseaux sociaux devient un marché dérégulé. Et cette dérégulation, si elle a des vertus démocratiques, puisque comme je le disais tout à l'heure, elle permet d'accéder plus facilement à la sphère de la discussion publique. Elle permet aussi, et naturellement, à l'offre complotiste de trouver aisément sa demande.
Si bien que, enfin d'ailleurs, les complotistes sont extrêmement actifs sur les réseaux sociaux. Euh, Bien. Alors, pour continuer sur cette logique, il y a un autre décryptage très intéressant des réseaux sociaux, c'est que ils permettent de se couper de opinions diverses en fait. Ils permettent en quelque sorte d'opérer en circuit fermé, c'est ce qu'on appelle les bulles de pensée, et ainsi de ne se confronter qu'à des opinions qui confirment ses opinions propres et de rejeter le pluralisme sans lequel, pour reprendre la célèbre formule de la Cour européenne des droits de l'homme, il n'est pas de société démocratique. Et là, je voudrais rappeler un arrêt que les pénalistes connaissent, qui est l'arrêt Handyside contre Royaume-Uni du 7 décembre 1976, et dans laquelle la Cour européenne livre sa vision très intéressante de la liberté d'expression, et elle nous dit que elle vaut non seulement pour les informations, pour les idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives, mais surtout, enfin aussi du moins, pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent l'État ou une fraction quelconque de la population. Ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l'esprit d'ouverture sans lesquels il n'est pas de société démocratique. Or, et ça c'est quelque chose qui est très bien analysé par différentes œuvres. Hein. Par exemple, Gerald Bronner, dans La démocratie des crédules, nous explique que si Internet offre une disponibilité de l'information à un niveau jamais atteint dans l'histoire humaine, et contrairement aux espérances, plus ou moins inspirées sur l'avènement d'une démocratie de la connaissance, ça a surtout conduit en fait au renforcement sur les informations qui confirment nos propres préjugés. C'est ce qu'il appelle le biais de confirmation. Pour vous donner une autre source, il y a un activiste américain qui a développé le concept de bulle de filtre, et c'est la même idée, hein, la tendance à s'auto-confirmer sur Internet, et cet auteur, c'est Eli Pariser, dans son livre The Filter Bubble, What the Internet is Hiding from You, publié en 2011. Bon. Pour un dernier point dans ce grand 1, je voudrais quand même faut un peu relativiser cette idée que les réseaux sociaux sont responsables de tous les maux de notre démocratie et de tous les dévoiements de l'opinion publique. Hein. Il y a des études qui ont montré pendant la campagne américaine de 2016 que le partage de fausses nouvelles sur Facebook durant la campagne s'est avéré peu fréquent et concernait en réalité moins de 9% des utilisateurs de la plateforme. Donc c'est un peu simpliste de dire que les réseaux sociaux sont le grand méchant, le grand mal qui ronge notre démocratie. Il serait peut-être en réalité plus un révélateur de l'hystérisation du débat démocratique, d'une certaine perte de capacité à mener un débat serein et apaisé, une société peut-être plus conflictuelle, où ainsi que diagnostic certains, on aurait perdu le goût du débat. Mais les réseaux sociaux seraient peut-être davantage le réceptacle de cela. Et puis d'ailleurs, il faut bien dire que les médias traditionnels ont un rôle à jouer, puisque on voit bien si on allume une chaîne d'infos continue, ils ont aussi tendance à beaucoup eux-mêmes commenter et alimenter la logique du buzz des réseaux sociaux. Donc tout le mal démocratique ne vient pas des réseaux sociaux, il vient d'ailleurs, et la question de la dégradation des conditions d'exercice de notre démocratie n'est pas le sujet que nous traitons aujourd'hui, donc je laisse de côté, mais c'est évidemment quelque chose qu'il faut aborder. Donc, en B de cette deuxième sous-partie, que je nommais la nécessaire et difficile régulation des réseaux sociaux, évidemment, de façon traditionnelle en dissertation, dans le grand 2B, on tente d'apporter des réponses aux problèmes, interrogations et que l'on a soulevés jusqu'ici. Et là, il faut aussi, aborder
l'ambivalence, la difficile régulation, puisqu'on reproche aux réseaux sociaux de leur permissivité, de contribuer à entretenir la polarisation de la vie politique et du débat public, et on leur reproche à la fois leur censure. Et ça, c'est quelque chose de complexe, parce que les objectifs revendiqués par les pouvoirs publics semblent assez contradictoires, hein. Et j'en veux pour preuve le Digital Services Act, présenté par la Commission européenne en décembre 2020, qui impose un cadre de responsabilité aux plateformes, aux grands réseaux sociaux, en les obligeant à identifier les risques systémiques, donc soit des manipulations intentionnelles de l'information, par exemple, qu'ils entraînent pour la société, et à rendre compte des efforts qu'ils font pour limiter ces risques. Alors, d'un côté, évidemment, limiter sur les réseaux sociaux la propagation d'idées complotistes, des idées du mouvement QAnon, c'est difficile d'être complètement contre. Et en même temps, ça pose une question démocratique fondamentale. C'est qui doit faire ça? Parce qu'historiquement, les limites de la régulation de la liberté d'expression n'appartient qu'au juge. Or là, on peut pas demander au juge de réguler tout Internet. Déjà que la justice est pour le moins embourbée dans son stock de dossiers, on peut pas en plus lui demander de regarder les réseaux sociaux. Donc le régulateur se tourne vers les grandes plateformes pour qu'elles-mêmes assument en quelque sorte ce rôle. Mais est-ce aux réseaux sociaux? Est-ce à Facebook? Est-ce à Twitter? Est-ce à YouTube? Est-ce à Twitch? Est-ce à TikTok de contrôler les limites de la liberté d'expression? Est-ce que ça serait pas finalement une censure? Est-ce que ça serait pas finalement leur remettre à eux un très grand pouvoir? Et c'était toute la question de la censure de la loi Avia par le Conseil constitutionnel, qui avait précisément jugé qu'on ne pouvait pas demander aux réseaux sociaux de s'ériger en censeur de la liberté d'information sur le web. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des auteurs, Le business de la haine de Jean-Louis Missika et Henri Verbier, qui nous disent des choses intéressantes. C'est un ouvrage récent qui affirme qu'on ne peut plus se passer des réseaux sociaux. Et c'est vrai que ils captent une telle partie de notre temps, de notre temps. Ils ont une telle importance avec ces informations que qu'on fera plus sans. Et en même temps, ce que nous disent les auteurs, c'est que, en quelque sorte, il faudrait les rendre publics. Il faut en changer le mode de fonctionnement pour sauver la démocratie. Il faut, ce qu'ils proposent en réalité, c'est une sorte de collectivisation, de nationalisation des gestionnaires des réseaux sociaux pour en faire des communs, pour en faire des outils démocratiques. Alors, ça semble certes un peu utopique, mais c'est une réflexion qui a l'avantage d'ouvrir à des questions intéressantes sur quel usage des réseaux sociaux ça en démocratie. Est-ce qu'il faudrait pas avoir des plateformes numériques communes, publiques, je ne sais pas sous quelle forme, mais qui seraient pour le coup de véritables nouvelles agoras de la démocratie, où on pourrait avoir un débat numérique. Comment est-ce que la démocratie peut se saisir de ces outils pour se rénover et se transformer, puisqu'on le voit bien que derrière les débats, ce que je vous disais tout à l'heure, derrière les débats sur les effets des réseaux sociaux sur l'opinion publique et la démocratie, il y a en creux aussi la question de la dégradation du débat public et de l'opinion publique. Bien, donc voilà les éléments que je souhaitais vous soumettre pour nourrir votre réflexion sur ce sujet et pour vous proposer un parcours de correction. Et évidemment, c'est pas le seul possible. Il est toujours possible d'orienter, d'explorer différentes pistes quand on fait un sujet. Le tout étant de mener une réflexion cohérente qui progresse et qui prend en charge, qui affronte les questions de notre monde contemporain. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je souhaite à ceux qui préparent les concours que les échéances soient proches ou lointaines. Je leur souhaite bonne chance. Je leur souhaite aussi bon courage, puisque je sais que c'est une année de préparation difficile. Et je vous souhaite évidemment du succès dans les épreuves que vous passez, notamment celles de culture générale, pour ce qui me concerne. Au revoir.